brillant comment l'OMS a dû faire face et fait face à l'infodémie, à quel point les fake news peuvent être ravageuses quand on fait votre travail. Nous avons Bertrand Kieffer, qui est médecin, éditeur de publications de référence et rédacteur en chef de la revue médicale suisse. Bertrand Kieffer, vous êtes de ceux qui avaient poussé un coup de gueule contre le Conseil fédéral très tôt. Vous avez dit qu'il n'en faisait pas assez contre l'épidémie ce printemps. Jacques Pillet, on ne le présente plus, journaliste d'expérience, fondateur du journal en ligne Bon pour la tête. Vous continuez durant toute cette crise à exercer votre sens critique, à questionner les choix politiques. J'ai retenu une de vos déclarations, Jacques Pillet, sur le plateau d'Infrarouge. Vous aviez dit, par exemple, qu'il ne fallait pas compter sur vous pour participer à la chasse aux complotistes. On va y revenir. Sylvain Besson, vous faites partie de la cellule d'investigation du groupe Tamedia. Vous venez de publier un recueil d'enquêtes que vous avez mené grâce entre autres à la loi sur la transparence. Ce livre s'appelle Au cœur de la première vague chez Statine. On l'a dit, Mauro Poggia est avec nous. Vous êtes ministre de la Santé du canton de Genève. Mauro Poggia, vous êtes omniprésent dans les médias, y compris dans les médias sociaux. J'ai noté d'ailleurs que vous êtes très en colère depuis hier. On va en parler tout à l'heure. La question peut-être avec vous, ça va être est-ce qu'on peut encore se faire entendre sur les médias sociaux, dans les médias en général, à l'heure où Genève est le canton le plus confiné de Suisse. Nous avons également parmi nous Claude-François Robert, qui est médecin cantonal neuchâtelois. Vous me disiez en préparant ce débat que votre canton avait joué la transparence totale au début de cette crise, justement pour éviter le complotisme, ce qu'on appelle le complotisme, et que ça devient de plus en plus difficile, on va en discuter. Et enfin, Daniel Corr, qu'on vient de voir tout à l'heure. Je crois que ce qui va nous intéresser avec vous, Monsieur Corr, c'est peut-être cette différence sensible entre parfois la communication et l'information responsable. C'est justement ce qu'on a pu peut-être reprocher aux médias. Alors, je vais peut-être commencer tout de suite. Tobias, moi, je ne vois plus mon image, mais ce n'est pas grave. Pierre Rucci s'est masqué, je crois. J'aimerais poser cette première question à Sylvie Briand, parce qu'à l'OMS, si on commence à l'origine, vous avez été parmi les premiers à donner l'alerte sur cette pandémie, évidemment, qui arrivait. Vous deviez donc communiquer, trouver des médias et relayer vos inquiétudes. Mais dans le fond, il fallait déjà communiquer, si j'ai bien compris, sans faire paniquer la planète. Est-ce qu'on peut commencer avec ça, Madame Briand ? Oui, tout à fait. C'est vrai que d'abord, ça fait partie des rôles de l'OMS puisque nos États membres ont signé un document qui s'appelle le Règlement sanitaire international, dans lequel l'OMS justement est tenue de lancer les alertes. Et donc, c'est ce qui a été fait le 23 janvier et puis ensuite confirmé par le comité d'urgence qui a décidé que c'était un événement de santé publique de portée internationale. Mais en fait, cette annonce a été interprétée de manière très diverse en fonction des pays. En général, ce genre d'annonce donne lieu aussi à des tas de conséquences qui sont parfois très délétères pour les pays qui sont touchés. Puisqu'on a vu par exemple pendant Ebola en 2014 que après l'annonce d'une urgence de santé publique de portée internationale, du coup les 3 pays affectés non plus les vols ont été bloqués et donc ils sont passés d'une urgence sanitaire à une urgence humanitaire en quelques jours où ils n'avaient même plus de quoi donner à manger à leur population. Donc ce genre de décision et ce genre d'information a des conséquences énormes. Pas seulement sur la santé des gens, mais aussi sur les voyages, le commerce et beaucoup d'autres sphères de la vie publique. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire avec beaucoup de précautions, trouver les mots, sachant qu'on s'adresse à 194 pays avec des cultures différentes, des modes de communication différents. Donc c'est effectivement un vrai défi. Mais ce qui a été fait, c'est de prendre le parti de faire des annonces, en fait, mais surtout parce que dans les pandémies précédentes ou dans les grandes épidémies précédentes, il y avait une conférence de presse et puis ça s'arrêtait là. Mais notre directeur général a décidé de communiquer énormément et donc il y a eu des conférences de presse, je crois, quasiment tous les jours à partir de ce moment-là pour tenir constamment les populations informées. Et avec beaucoup de relais dans les médias sociaux. Donc ça a généré certainement beaucoup d'intérêt médiatique, effectivement, surtout au début. Alors, je vais poser la même question peut-être à M. Mauro Poggia. Si on retourne aux origines de cette pandémie, à vos premières relations avec la presse, est-ce que cette peur de faire paniquer le public, les lecteurs, les téléspectateurs,
a influencé assez rapidement la manière dont vous communiquiez et vous entretenez vos relations avec les médias? Robodja. Voilà, excusez-moi, il y a Bonjour, des… monsieur Cossé. Voilà, vous Bonjour. m'entendez, il y a des choses qui apparaissent partout. Excusez-moi. Est-ce que vous Oui, avez compris ma question? oui, bien sûr, j'ai tout entendu, bien sûr, et je vous Cette idée remercie. de la panique, au départ, on l'a beaucoup senti dans les médias, cette idée que vous et nous, dans le fond, devions faire très attention de ne pas faire paniquer les foules. Je pense maintenant vous resituer cela dans le temps et de vous dire qu'au début, on avait déjà cette préoccupation, ce serait exagéré. Je pense que au début, on était tous en quête d'information. C'était quelque chose de totalement nouveau. Ça l'est encore en partie quand même aujourd'hui, il faut le dire, parce qu'on en découvre tous les jours. Donc, c'est vrai que nous n'avions pas une première préoccupation de dire le degré est au degré 8, donc on ne va pas leur dire qu'on est au degré 8 et qu'on est bientôt au degré 10, on va essayer de dire qu'on est au degré 5. D'abord, ce serait peut-être pas très juste de l'exprimer ainsi, mais en tout cas, nous n'avions pas cette préoccupation-là. Par contre, c'est vrai qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que l'émotionnel commençait à prendre le dessus par rapport à la recherche de l'information factuelle et que cet émotionnel, souvent, était plus important que le factuel. Et surtout que les interlocuteurs n'étaient pas tous à la même longueur d'onde, comme on dit vulgairement, mais qui là correspondaient réellement à quelque chose, c'est-à-dire que le discours qui était parfaitement compréhensible pour certains devenait totalement incompréhensible pour d'autres. C'est encore plus fort, je dirais, aujourd'hui, où on se rend compte qu'on place souvent l'économie contre le sanitaire, et là, on se rend bien compte à quel point la perception du risque n'est pas la même si on est un indépendant qui perd son travail ou un travailleur qui est licencié que si on est quelqu'un qui a perdu un proche dans les hôpitaux. Donc je pense que sans évidemment, parce qu'on peut vite basculer dans la manipulation de l'opinion publique en disant on ne va pas informer correctement l'opinion pour ne pas lui faire peur. Et ça, ce serait un discours extrêmement dangereux. Par contre, on se rend bien compte à quel point chaque mot doit être pesé et qu'on peut difficilement exprimer toutes nos craintes sans que ces craintes soient multipliées par les récepteurs que nous avons autour de nous. Donc il y a, je pense, non pas une complicité médias-autorité, mais une conscience de responsabilité commune pour faire en sorte d'abord de ne pas décourager la population dans les règles qui sont mises en place, les règles sanitaires sans lesquelles nous n'y arriverons pas, et surtout de faire en sorte que la crainte d'un horizon qui serait catastrophique si les mesures ne sont pas prises ne prennent pas le dessus sur le travail que nous devons faire au quotidien. Donc, c'est toujours cette nuance difficile à trouver dans une relation avec des médias qui doivent être évidemment critiques, exigeants vis-à-vis des autorités, mais qui, quelque part, ne peuvent pas non plus transmettre n'importe quelle crainte parce qu'on est dans un multiplicateur des émotions dans une situation de crise comme celle-ci. Très bien. Je me tourne vers Claude-François Robert. Alors, j'entends M. Poggia, dans le fond, qu'il laisse entendre une sorte de co-responsabilité dans la délivrance de l'information entre nous, médias, et les autorités qui détiennent cette information. Vous, M. Robert, vous avez décidé de privilégier une sorte de transparence totale à Neuchâtel. Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos de M. Poggia, qui est en effet que chacun, médias et autorités, ont une sorte de co-responsabilité dans la délivrance des informations? Autrement dit, ce que j'entends, je provoque un tout petit peu, c'est qu'on ne peut pas tout dire aux gens et que nous, médias également, devons faire un tout petit peu attention à la manière dont nous relayons le message des autorités. Parce que c'est un équilibre subtil, mais si on revient quand même à l'essence du problème, c'est un dossier d'une rare complexité. On n'était pas des coronarologues au départ, on était des gens, nous, de santé publique et d'épidémiologie, et on découvre un virus pour lequel il y avait eu 2 épidémies précédentes, mais pas avec cette proximité. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'était la rapidité de l'évolution du phénomène, puisque ça changeait si ce n'est de jour en jour, en tout cas de semaine en semaine. Maintenant, on est en train de virer sur une autre partie du dossier qui est la vaccination, par exemple. Donc, j'ai trouvé vraiment important à un moment donné d'être un peu challengé par
les journalistes parce que je me mettais à la place de la population. Si nous-mêmes, nous avions de la peine à suivre ce dossier, prenons l'exemple des modes de transmission. Est-ce que les aérosols jouent un rôle ou non? Il y a des études qui arrivent. On a vu l'épisode des traitements de la chloroquine. Donc, si nous-mêmes, nous avions de la peine à suivre, je pense que pour le public, c'était encore plus désarçonnant. Donc, moi, j'ai trouvé dans cette expérience que nous avons eu affaire à des journalistes qui venaient nous poser des questions pour les faire passer ce questionnement à l'opinion publique. Et puis, moi, j'aime bien revenir aux faits avérés. J'ai une approche scientifique. Donc, on communiquait sur ces faits. Alors, je veux dire, la transparence, elle est sur les faits. À un moment donné, on sait ou on ne sait pas que le virus se transmet de telle ou telle manière. Le problème, c'est que naturellement, peut-être qu'un mois plus tard, le dossier a changé et puis il va falloir réexpliquer les choses. Donc, ça a été un rapport un peu dialectique comme ça avec les médias sur un dossier qui était sans arrêt évolutif. Et puis, je trouve que c'est toujours plus facile de jouer la carte de la transparence que la carte du mensonge. Oui, Monsieur Robert, je vais poursuivre. Je vous demande juste de rapprocher un peu votre micro parce que je ne vous entends pas très bien. Juste en quelques mots, est-ce que vous, quand vous observiez la communication qui était délivrée par Berne, par exemple, ou d'autres cantons, vous vous posiez certaines questions en vous disant « Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas aussi transparents que nous. Il y a certaines choses que nous savons à Neuchâtel et c'est curieux, ça n'est pas dit au niveau fédéral. » Alors, par rapport à Berne, on a eu l'occasion de travailler avec Daniel Corr puisqu'on avait des conférences téléphoniques jusqu'à 2 fois par semaine. Donc, on savait un petit peu la nature des sujets qui allaient être traités. Je dirais que c'est pas tellement sur le contenu, plutôt sur justement le timing d'être parfois mis au pied du mur. On l'a vu il y a 2 semaines avec la conférence de presse de la Confédération qui annonce que les tests antigéniques rapides seront disponibles dans les cantons une semaine après, alors qu'on n'était pas du tout prêt. C'est vrai qu'on s'y préparait. Donc voilà, il y a des différences de timing, et puis je pense que les journalistes sont pas naïfs, puis ils voient bien ces divergences. À nous, en tout cas au niveau du canton, de leur expliquer où on en est, quelles sont les difficultés de mise en place pour que l'opinion, que les gens qui se rendent dans une pharmacie pour obtenir un test rapide et ne le trouvent pas, soient pas fâchés ni contre le canton, ni contre l'Office fédéral de la santé publique. Alors, je me tourne vers Jacques Pilet. Vous avez été un des premiers, Jacques, à jeter en quelque sorte le pavé dans la mare. Je vous ai beaucoup entendu à la radio, à la télévision. Vous n'avez pas hésité à parler de médias un peu soumis, dans le fond assez complaisants. Vous avez entendu les gens qui détenaient l'information, finalement, au début de cette crise. Quel est votre regard, effectivement, sur cette première période? Et vous maintenez cette idée que, finalement, on a tous bien peu exercé notre sens critique? Bon, il faut bien voir que lorsqu'a éclaté le tsunami, on était tous fascinés par la parole gouvernementale. Hein, qu'est-ce qui va être décidé? Qu'est-ce qu'il en est au juste? Et puis, bien sûr, il y a les faits qu'on apprenait, puis il y a le discours sur les faits. Et parfois, il peut y avoir différents discours et différentes approches de ces faits. Mais c'est tout à fait normal qu'à ce moment-là, les médias aient eu pour première mission de répercuter cette parole officielle. C'est tout à fait normal. Mais assez tôt, eh bien justement, il y a eu des voix un peu critiques qui mettaient en cause telle ou telle approche, telle ou telle mesure. Et là, il faut reconnaître que les médias ont un peu tardé d'entrer dans ces discussions-là. D'ailleurs, je remarque que, par exemple, en Suisse alémanique, ces débats ont commencé plus tôt qu'en Suisse romande. On a vu très tôt des points de vue critiques dans la NZZ, dans le Tagesanzeiger. Tout d'un coup, il y avait un médecin-chef de l'hôpital de Saint-Gall qui avait une vision très différente de celle de ses collègues. Alors qu'en Suisse romande, on était, disons, assez alignés couverts. Alors évidemment, dans ce genre de situation, si les voix critiques ou les interrogations ne se manifestent pas dans les grands médias, ou peu, eh bien, ces critiques débordent sur les réseaux sociaux.
Et là, évidemment, dans une forme chaotique, avec un mélange de propos sensés et de propos complètement délirants. Et évidemment, là, il y a un problème pour les médias qui se disent, mais attention, les gens sérieux, c'est nous, hein, c'est pas les réseaux sociaux, bien sûr. Mais évidemment, lorsque l'on met dans le même panier des complotistes, comme on dit, bon, des gens un petit peu allumés, quoi, hein, voilà, qui parlent de l'influence de la 5G sur la pandémie, enfin bref, il y a une petite minorité de gens qui, disons, délirent un peu, et puis il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et qui ont des doutes. Et il est permis dans une démocratie d'avoir des doutes, et il est permis de les exprimer. Alors évidemment, le rôle des médias est délicat. D'ailleurs, j'observe au passage que cette crise secoue tous les métiers, hein. Ça secoue les entreprises qui se demandent comment on va travailler à l'avenir, ça secoue les milieux médicaux eux-mêmes qui s'interrogent, on l'a entendu, sur la communication, ça interroge les juristes, hein, parce qu'il y a un petit flottement entre le pouvoir fédéral, le pouvoir des cantons, ça pose toutes sortes de questions, notamment liées aux libertés, hein, et aux garanties constitutionnelles des libertés. Donc, tous les métiers sont mis en cause. Et bien sûr, les journalistes aussi. Mais c'est vrai que dans notre métier, on a des fois un peu de peine à se remettre un peu en question. On le fait des fois au sein d'une rédaction, mais on ne le fait pas publiquement. C'est d'ailleurs heureux qu'on puisse le faire aujourd'hui sur ce plateau, d'autant plus que c'est sous la haute surveillance des autorités politiques et sanitaires qui nous diront si on a été brave, si on a bien fait notre métier ou pas. On attend bien sûr les notes qu'ils vont nous donner. Jacques Pillet, tout à l'heure, justement, Daniel Corr disait, probablement dans un autre contexte, qu'il avait trouvé les médias romans moins agressifs que les Suisses alémaniques. Dans son esprit, si j'ai bien compris, c'était plus agréable, évidemment, comme communicant. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment, vous évoquiez les points de vue critiques, que la presse romande en particulier a peut-être été un peu plus lénifiante et a moins osé poser les questions que les Suisses alémaniques posaient plus tôt? Oui, d'abord, je réfute l'adjectif d'agressif. On peut poser des questions sans être agressif. J'observe que les débats étaient un peu plus vifs en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Mais il y a eu aussi en Suisse romande des journalistes qui ont fait leur métier et qui ont essayé de prendre un peu de recul. Parce que c'est ça la question. Vous comprenez? Dans ce métier, on est obsédé par ce que nous appelons entre nous l'actu. L'actu. Alors on prend la nouvelle et on en fait une manchette. Oui, très bien, mais le rôle des médias, c'est peut-être aussi de replacer une information dans son contexte, d'avoir un peu de recul historique, de se poser des questions sur l'avenir. Je vais prendre un exemple tout à fait concret, par exemple. Surcharge des hôpitaux. Le grand sujet est très préoccupant. On aurait pu rappeler un petit peu plus que en 2017, la Tribune de Genève titrait « Les hôpitaux sont débordés. Le personnel médical n'en peut plus. Le personnel médical craint de tomber malade. » Bon, ça amène aussi une question. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2017, depuis cette surcharge des hôpitaux jusqu'à aujourd'hui? C'est une question politique. Et ça, c'est aux médias de le poser. D'autant plus que les parlementaires paraissent un petit peu tétanisés par le virus et sont assez peu critiques sur ce genre de sujet. Donc, les médias ont un rôle à jouer dans l'interrogation, mais c'est une interrogation positive sur ce qui est dit, sur ce qui est fait et sur la façon dont on nous communique de ces réalités. Alors, j'aimerais passer la parole à Sylvain Besson, justement, qui me disait, Sylvain, je crois que vous êtes avec nous, en quelque sorte que les journalistes, eux aussi, ont dû, au début de cette crise, s'adapter à une nouvelle situation. C'était une question extrêmement complexe et que pour vous, qui faites plutôt de l'enquête de fond, Sylvain, je rappelle que vous avez écrit un livre sur toute cette crise, il a fallu finalement embrasser la complexité de toute cette question, faire le tri avant de pouvoir vraiment, au-delà de l'actualité que décrit Jacques, pouvoir attaquer les enquêtes de fond, ce que nous avons bien connu aussi à temps présent, par exemple, sur le temps long. À vous, Sylvain. Sylvain Besson?
Oui, oui, je suis là. Il fallait juste rétablir mon micro. Non, écoutez, c'est intéressant ce qui s'est dit là. Je crois qu'on a tous eu un problème finalement en tant que journaliste au début de cette pandémie, c'est qu'on n'y connaissait absolument rien. Je veux dire, pour simplifier, il y avait quelques médias comme la RTS, peut-être Le Temps un peu en Suisse romande, quelques grands journaux alémaniques qui avaient des spécialistes médicaux finalement, mais je ne crois pas qu'ils connaissaient grand-chose au coronavirus pour la plupart d'entre eux. Et pour nous qui avons dû enquêter un peu plus sur finalement comment cette pandémie est gérée en Suisse par les autorités, ça demandait vraiment d'apprendre un petit peu tout, c'est-à-dire comment on gère une épidémie, qu'est-ce que c'est que le coronavirus, comment il se transmet, etc. Et pour ça, je pense qu'on a été quand même très dépendant. Alors, il y a eu d'abord les autorités, bien sûr, qui expliquaient ce qui se passait, les mesures. Donc là, il y avait des fascinants que déjà fait. Mais simplement de savoir, au fond, qu'est-ce qu'il en est de ce virus, comment il se transmet, comment fonctionne finalement une épidémie. Et là-dessus, on a été quand même très dépendant des scientifiques. Je pense que ça a été des acteurs extrêmement importants. Les épidémiologistes suisses, qui sont devenus un petit peu des stars, pas autant que Daniel Kor certainement, mais enfin, il y a un certain nombre de gens qui ont tenu finalement le haut du pavé et qui ont tenu la parole sur comment cette épidémie se développait, etc. Et je pense que ces gens étaient extrêmement utiles. Évidemment, la question, c'est de savoir dans quelle mesure on n'a pas été trop dépendant de ces personnes-là. Je prends par exemple Christian Althaus, on ne vous entend pas très bien, Sylvain. Peut-être rapprocher votre micro. Voilà, merci. Voilà. Christian Althaus, par exemple, en Suisse alémanique, qui est devenu un peu la référence, avec un discours qui est certes un discours scientifique, mais qui est aussi un discours politique, parce que ces scientifiques ont quand même plaidé de manière extrêmement forte pour les mesures, j'allais dire, les plus rapides et les plus dures possibles. Donc, c'était quand même des gens qui étaient pour un confinement maximal le plus vite possible, et ils ont été, il faut le dire, soutenus par tout un groupe de journalistes, notamment les data journalistes, qui sont devenus des gens extrêmement importants dans les rédactions, qui sont tous ceux qui fabriquent ces courbes que vous voyez tous les jours sur tous les sites de pratiquement tous les médias suisses, qui montrent l'évolution, voilà, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en sera dans 2 semaines, quels sont les chiffres aujourd'hui dans chaque canton. Et ça a été, je pense, une corporation qui a vraiment explosé complètement pendant cette crise, qui sont presque devenus les leaders, j'allais dire, dans les rédactions. C'est vraiment ces data journalistes qui travaillent les chiffres, qui les mettent en visualisation, qui sont devenus un petit peu les gens qui donnent le ton dans les médias. Et comme eux sont très proches de ces scientifiques-là, je pense qu'on a assisté en fait à à l'émergence d'une sorte d'école de pensée qui a dit il faut être le plus dur possible parce qu'il n'y a que ça qui marche. Et lors de la deuxième vague, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces personnes il y a une sorte de débat presque religieux, j'allais dire, entre des journalistes qui disent ouais, mais il faudrait quand même faire attention à l'économie, etc. Puis ces mesures de confinement ne marchent pas forcément. Et puis cette confrérie des data journalistes qui, elle, dit c'est extrêmement grave, il aurait fallu agir beaucoup plus vite. Donc nous, en tant qu'enquêteurs, simplement ce qu'on a dû faire, c'est prendre beaucoup plus de temps pour essayer de comprendre comment les autorités avaient réagi dans cette crise. Et je dois dire que c'est très, très intéressant à étudier. Là, on s'est intéressé à la deuxième vague. Pourquoi est-ce qu'on est surpris à ce point par cette deuxième vague, avec cette violence-là. Et j'avoue que ça a été assez complexe comme travail, mais que voilà, là on est à bout touchant, donc le résultat devrait paraître. D'accord, merci Sylvain. Alors, Jacques Pillet disait qu'on va attribuer des notes, évidemment qu'on ne va pas attribuer de notes à ce travail journalistique, mais je me tourne vers Bertrand Kieffer pour boucler peut-être ce premier tour de table, au premier tour d'écran, si je puis dire. Bertrand Kieffer, vous êtes au carrefour un petit peu de l'information scientifique, de la médecine, mais aussi de l'éthique. Et donc, vous êtes sensible à cet équilibre qui a été évoqué ici entre une communication responsable, ce qu'en font les médias. Quel est finalement, à vous, votre premier verdict? Est-ce que, pour vous, c'est la question du débat, est-ce que les médias ont bien fait leur boulot? Mais globalement, moi, je trouve, oui, et surtout dans la première vague, tout a été dit, c'était pas facile, c'était très complexe, c'était très nouveau, le degré d'incertitude scientifique et de complexité scientifique était vraiment inédit. En plus, il faut aussi dire que les médias, particulièrement en Suisse romand, ont une culture scientifique très faible et très peu de journalistes scientifiques, et ça s'est senti. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une prise de pouvoir des experts. C'est que du côté des médias, il y avait très peu de choses, et c'est une question qu'on doit se poser. Maintenant, quel est le rôle des journalistes? Moi, peut-être bien que les journalistes n'ont pas assez challengé les politiciens, par exemple M. Kor, sur les rationnels derrière les mesures qui étaient prises et qui étaient proposées. Vraiment, sur quelle base ils se fondent, quels sont les experts derrière eux, quelles sont les études. Moi, j'étais extrêmement frustré
et pas assez de leur part de reconnaissance d'incertitude malgré tout. Je pense que la population suit, même si on lui dit, écoutez, nous, pour le moment, c'est ce qui semble mieux, mais on n'est pas non plus sûr et peut-être demain on va changer. Enfin, les journalistes sont probablement pas assez insistés pour obtenir certains types de discours qui préviennent toujours après les révoltes parce qu'on se dit on nous a menti, enfin, etc. Je trouve que les journalistes ont été très faibles alors lors du déconfinement. Et pendant l'été, qui a été la période cruciale, hein, qui fait qu'on a une deuxième vague très puissante, il y a eu en Suisse alors un abandon de la communication, de la réflexion. Au fond, tout le monde avait envie de passer à autre chose. Les politiciens, le public, le Parlement aussi, qui a un peu abandonné là. Et là, les journalistes, s'ils avaient vraiment joué leur rôle, évidemment, ils étaient aussi soumis, au fond, à leur business de journaliste. Les gens veulent penser à autre chose, mais ils auraient dit, mais attendez, il ne faut pas lâcher la pression. Par exemple, Angela Merkel en Allemagne n'a pas lâché la pression. Ils ont gardé pendant l'été, au moment où les premiers cas commençaient à remonter, à la fin de l'été, en septembre, tout de suite dire, mais là, il se passe quelque chose, on va vraiment vers du grave. Eh bien, on n'a pas entendu non plus les journalistes titiller les politiciens en disant, mais attendez, au contraire, on entendait plutôt des voix qui niaient. Et puis peut-être, alors plus globalement, moi je trouve qu'un autre rôle des journalistes, bon, les rôles ont été un peu donnés avant, c'est quand même encore une réflexion au-delà. C'est-à-dire, il y a eu par exemple Comte-Sponville qui dit on assiste à un pan-médicalisme, hein, et je pense qu'on est plutôt dans une période de pan-économisme. C'est quand même l'économie qui dicte les choses. Et lorsque justement Comte-Sponville dit, et ça a beaucoup marqué les gens, on va faire payer la jeune génération pour sauver quelques vieux, c'est en résumé son discours, on devrait dire, mais attendez, ça c'est la logique économique, et pour quelle raison est-ce qu'on ne construirait pas un peu autrement l'économie de telle façon que les jeunes ne payent pas? L'économie, c'est une convention, alors que les règles du virus et les règles de l'épidémiologie n'en sont pas. Et je trouve donc qu'il y a eu de la part des journalistes bien peu de questionnements profonds sur la société, sur sa fragilité, d'autant que d'autres défis sont à venir, d'autres pandémies certainement, et qui toucheront peut-être des jeunes, tous les enjeux climatiques et environnementaux, et notre société n'est pas construite de manière adéquate. Et donc moi, je trouve qu'à partir de la question scientifique et mêlée à elle, il aurait pu y avoir de la part des scientifiques des choses un peu plus larges et un challenge de la société un peu supérieur, en particulier pour défendre les jeunes. Parce que moi aussi, je suis sensible, comme M. Corr tout à l'heure, par cette détresse des jeunes qui ne peuvent plus vivre une vie de jeunes. Ben, il n'y a pas que, il y a évidemment toute l'économie. Je vois M. Poggia, il y a une énorme détresse. Mais comment faire? Pourquoi est-ce qu'on laisse ces petits commerçants crever sans rien faire vis-à-vis des bigs, du tech? Enfin, alors bien sûr, tout ça, c'est un peu à côté, mais les journalistes, au fond, peut-être focalisent trop sur des aspects très techniques, oui, et n'ont pas un discours assez global. Alors, je vous ai bien entendu, mais je vais me tourner directement vers Mauro Poggia, justement, qui doit nous quitter je crois, dans un petit quart d'heure, parce que j'ai entendu dans votre bouche, Bertrand Kiefer, les mots de pression. J'ai entendu, vous avez évoqué la question de l'économie. Et Mauro Poggia, j'ai vu que vous étiez, en quelque sorte, vous aviez piqué une grosse colère suite à un plateau chez M. Descaillets sur les Monts Bleus, qui vous a demandé, dans le fond, si vous ne tiriez pas une certaine jouissance à fermer les petits commerces. Et dans le fond, ce n'est pas tellement du fond que j'ai envie de parler ici, mais plutôt, je vois votre page Facebook et je vois à quel point, dans le fond, il est très difficile de contenir la vox populi sur votre page. Et la question que j'ai envie de vous poser là, c'est est-ce qu'il est possible pour vous de vous faire entendre dans cet immense tumulte, à la fois des médias mainstream et maintenant des réseaux sociaux? On va y venir, ce sera la deuxième partie du débat. Savoir est-ce que ces médias sociaux n'ont pas finalement remplacé les médias mainstream pour le meilleur ou pour le pire. Et est-ce que vous avez arrivé vraiment, M. Poggia, à vous faire entendre encore? Ah ben non, vous n'arrivez pas à vous faire entendre, il faut libérer le micro. Voilà, vous l'avez, je crois. Voilà, mais on me disait que c'est vous qui m'aviez mis en sourdine et que j'arrivais pas. Ah non, non, j'oserais jamais pas. Non, non. Non, mais j'accepte volontiers qu'on me mette la sourdine. Voilà, j'ai bien entendu votre question. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, surtout depuis la fin de la seconde vague, que les voix critiques, qui sont tout à fait légitimes, hein, et je pense que le citoyen et les médias aussi, peut-être insuffisamment, comme l'a dit M. Kiefer, n'ont peut-être pas été suffisamment critiques, ce qui a laissé penser certains que les médias étaient en fait les relais
de l'autorité, voire de l'autorité médicale, et qu'en fait, il n'était pas suffisamment critique. Je pense que laisser passer ce type de message est dangereux, et on a vu un relais qui a été pris par les réseaux sociaux, avec des personnes qui ensuite sont passées des réseaux sociaux aux médias plus traditionnels avec un discours de doute. Mais ça, c'est la règle. Vous savez, tant qu'il y a un discours médical assez unanime sur le sujet, eh bien, les gens se disent ça doit être ce qu'il faut faire. Quand on commence à voir des gens qui ne sont pas des farfelus, qui viennent vous dire non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, il aurait fallu faire autrement, il faudrait faire autrement, c'est normal que le doute s'installe. Et là s'instillent évidemment aussi des gens qui sont moins sérieux et qui sont, comme on l'a appelé avec un terme un peu générique dans lequel on a tendance à mettre un peu n'importe quoi, de complotistes. Alors c'est vrai que pour l'autorité entre guillemets, c'est-à-dire le message officiel qui doit essayer d'obtenir l'adhésion de la population à des règles sanitaires dont on espère tirer les profits, cela devient très difficile. Cela devient très difficile parce que sans que les médias soient aucunement les relais d'un discours officiel, à un moment donné, lorsque les chiffres commencent à être contestés sur les réseaux sociaux et débordent ensuite dans le domaine public, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir efficace. Si ce contre-pouvoir efficace que sont les médias donne l'impression de ne pas être efficace, eh bien, le relais est pris par des gens moins sérieux. Et moi, j'aurais souhaité, je souhaite encore aujourd'hui, et c'est très important, que les médias fassent réellement leur travail de contrôle critique des chiffres qui sont communiqués. Pourtant, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une responsabilité commune et que le but, ce n'est pas non plus de jouer sur la peur pour essayer d'obtenir l'adhésion de la population en décrivant systématiquement les scénarios les plus pessimistes, en ce qui me concerne, je n'ai jamais donné de directive à mes services médicaux pour ne pas donner d'informations. D'ailleurs, à un moment donné, les médias disaient « Genève, vous êtes les plus transparents parce que vous avez des sites sur lesquels nous avons tous les chiffres ». C'est important, mais encore une fois, les chiffres, faut-il les interpréter et savoir les interpréter. Et c'est vrai que si les médias avaient joué peut-être un rôle plus critique sur les chiffres, on aurait acquis davantage de crédibilité en termes de messages officiels. Comme aujourd'hui, vous vous souvenez que les gens disaient le virus n'existe pas, bon ça c'est bien derrière, ensuite le virus ne fait pas de malades, ensuite le virus n'envoie personne à l'hôpital, ensuite le virus n'envoie pas les gens à soins intensifs, et ensuite les gens n'en meurent pas. Aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on a traversé toutes ces étapes et que malheureusement les hôpitaux sont dans une situation de tension et on en meurt de plus en plus. Il suffit de regarder les pages funéraires de nos quotidiens pour se rendre compte qu'on meurt. Alors certains vous diront encore, prouvez-nous qu'ils sont bien morts de la Covid, mais encore une fois, le sceptique trouvera toujours une faille dans laquelle s'infiltrer. Donc maintenant, au niveau des médias, c'est vrai que j'ai piqué une petite colère, mais rien de grave. Je pense qu'effectivement, le rôle du journaliste, c'est de challenger le politique, c'est effectivement de poser des questions qui fâchent, qui dérangent, pour amener le politique à justifier les positions qu'il prend, mais il ne peut pas, et c'est là le motif de mon agacement, il ne peut pas laisser entendre que le politique tire une jouissance, puis c'est le terme qui avait été utilisé, de créer un dommage à des pans de l'économie. Je pense que c'est irrespectueux vis-à-vis de l'autorité, mais surtout vis-à-vis de ceux qui souffrent, de leur mettre dans l'esprit que finalement, c'est par plaisir qu'on les met dans cette situation. Et c'est là qu'il y a une responsabilité journalistique. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il faut être aussi exigeant vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des personnes que l'on interroge. Et on doit se baser sur des faits avant d'affirmer des choses qui peuvent être extrêmement graves et qui peuvent attiser une guerre civile à l'extrême qui serait déplorable pour tout le monde. Merci. Guerre civile, vous y allez fort. Mais justement, j'aimerais… Le combat peut être… On voit bien qu'il y a des manifestations. Oui. On a vu dans d'autres villes européennes des gens qui cassent des vitrines, qui sont véritablement les uns contre les autres, entre ceux qui voudraient plus de sécurité sanitaire et ceux qui voudraient qu'on l'on relâche totalement. Évidemment, la guerre civile, c'est l'extrême. Mais on comprend bien qu'il y a une fracture sociale qui est en train de se créer. Et je pense qu'on ne peut pas alimenter un climat comme celui-là dont tout le monde serait perdant.
Alors, avant d'ouvrir la parole à chacun, sentez-vous libre de couper. Je ne sais pas comment on va faire, s'il faut lever la main ou simplement interrompre. J'aimerais juste faire rebondir Sylvie Briand sur cette question dans le fond du message des autorités sanitaires, des autorités politiques, qui est brouillé à ce point qu'il devient inaudible, y compris pour les médias mainstream. Et vous avez mis sur pied, Sylvie Briand, à l'OMS, si j'ai bien compris, une véritable unité contre l'infodémie, qui consiste à, dans le fond, vous allez nous expliquer en quelques mots et surtout les raisons de cette unité et si ça marche. Et si je comprends bien, l'idée que vous avez, c'est peut-être de dépister les sources de ces fake news. Est-ce à dire que vous n'avez plus confiance dans les médias mainstream pour le faire ou qu'une fois encore, vous n'êtes pas entendu en tant qu'OMS? Je vous laisse ouvrir le micro. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre question et parce que je crois que c'est effectivement très important. En fait, l'infodémie pour nous, c'est ce tsunami d'informations, vrai ou faux, qui accompagne les épidémies. Parce qu'en fait, c'est un phénomène, quand on a l'habitude de travailler sur les épidémies, c'est un phénomène qui est quasiment constant dans les épidémies. La seule différence qu'on voit maintenant avec la Covid-19, c'est que cette infodémie, on l'avait d'habitude dans des épidémies localisées, comme Ebola ou la fièvre jaune, choléra. Mais là, en fait, comme c'est une pandémie, ça touche le monde entier. Donc, l'épidémie n'est pas localisée, mais l'infodémie non plus n'est pas localisée. Et puis, effectivement, avec l'accroissement en fait des médias sociaux et de notre vécu digital, en fait, cette infodémie a pris des mesures incroyables. Et c'est du jamais vu, parce qu'on n'avait jamais eu à faire face à cela. Parce que justement, vous parlez des fake news. Bon, dans le temps, on appelait ça des rumeurs, mais bon, fake news, ça fait plus moderne. Et en fait, ces rumeurs, on en a toujours eu. Dans les épidémies d'Ebola, on disait aussi Ebola n'existe pas. Là, on entend aussi la Covid, ça n'existe pas. Donc, les thèmes et puis les types de rumeurs sont les mêmes. Mais ce qui est complètement différent, c'est le volume, en fait, et la vitesse à laquelle ces fake news sont distribuées dans le monde entier, en plus. Donc, pour nous, c'est un problème pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que parfois, ça a vraiment un impact direct sur la santé, c'est-à-dire les gens sont convaincus de prendre des traitements qui n'en sont pas. En fait, c'est des poisons et on a par exemple à déplorer 400 morts en Iran, qui est des gens qui avaient pris du méthanol, croyant trouver là un traitement pour la Covid-19. Donc, ça a un impact direct sur la santé, aussi parce que les gens vont justement être confus, ne plus savoir qui croire. Il y a tellement de choses sur le net et ailleurs que cette cacophonie, en fait, les perturbe beaucoup et ils vont se mettre à ne plus porter des masques parce qu'ils pensent que finalement, c'est peut-être pas très utile, etc. Donc, une non-compliance avec les mesures recommandées, c'est le deuxième impact de l'infodémie. Et en fait, le troisième impact qui est aussi très, très préoccupant, c'est ce que M. Marot a souligné, c'est le fait que l'infodémie crée des clivages dans les sociétés. Des clivages qui, par exemple, au début de la pandémie, c'était des clivages ethniques ou raciaux, puisqu'on disait que le virus venait de Chine, par exemple, tous les gens avec un faciès un peu asiatique aux États-Unis étaient stigmatisés. C'est des clivages entre les générations, puisqu'on dit que si la maladie continue à circuler, c'est à cause des jeunes, parce qu'ils vont en boîte de nuit ou qu'ils vont dans des bars. Donc, ça clive entre les générations. Et ça peut être des clivages de tout autre ordre. Et avec la politisation de cette pandémie, ça a aussi été des clivages politiques au niveau de certains pays, mais aussi au niveau international. Et je n'insisterai pas là-dessus parce que tout le monde l'a bien vu dans les médias. Donc, je crois que l'infodémie, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, mais il a pris des caractéristiques très nouvelles. Madame Briand, si je peux me permettre, est-ce que vous conclueriez que cette infodémie, elle est possible parce que les vieux médias ou les médias dits crédibles n'ont pas fait leur boulot et que finalement, ils ont laissé la place à d'autres?
Je pense pas du tout. Je pense que, en fait, le problème, c'est que maintenant tout le monde vit dans deux mondes, je dirais. Le monde virtuel et les médias sociaux, où les règles de communication sont très différentes de la communication de crise à laquelle on était habitué. Et que les médias, disons, mainstream, sont confrontés, je pense, à la même difficulté que les autorités de santé publique. Et au contraire, je pense, pour moi, les médias, en tous les cas, ont toujours été, je les vois toujours comme des partenaires, parce que je crois que les médias ont un rôle extrêmement important pour diffuser l'information. Et donc, mais l'important maintenant, c'est de savoir comment on va faire pour gérer ce problème, alors que tout le monde vit dans deux mondes, le monde physique et le monde virtuel. Et souvent, les gens ont des comportements différents dans ces deux mondes. Ils ne se conduisent pas nécessairement de la même façon avec leurs voisins de palier quand ils discutent des choses et sur Twitter quand ils mettent des commentaires. Et donc, ce phénomène-là, très nouveau, a besoin d'être compris. C'est pour ça qu'on a créé l'infodémiologie, mais aussi on a besoin de trouver des nouvelles formules pour communiquer dans les crises. Alors, on va en parler avec nos trois journalistes. Dans le fond, j'aimerais juste, avant de passer la parole à Jacques Pilet, Sylvain Besson, Bertrand Kiefer, entendre Claude-François Robert, vous qui êtes médecin de terrain. Est-ce qu'il vous arrive d'être confronté finalement à ce scepticisme? Je lisais, pas plus tard qu'il y a quelques jours, ce récit de mourants sur les lits d'hôpitaux aux États-Unis qui sont atteints du Covid et qui refusent encore de croire qu'ils vont mourir à cause du Covid. On n'en est pas là en Suisse, je l'espère, mais comment est-ce que ça vous atteint, ce scepticisme constant, docteur? Disons que nous, on est quand même justement confrontés à la réalité. Hier, j'ai visité une partie de l'hôpital à Neuchâtel, les soins intensifs, donc on a le privilège de pouvoir vraiment toucher à la réalité du Covid. Alors, effectivement, ce qui est peut-être difficile pour nous, c'est qu'en même temps, notre tâche principale, c'est de conduire des enquêtes d'entourage. Donc, on a le front, le 80% des gens avec qui on est en contact ou nos équipes sont justement des gens qui sont en bonne santé, qui racontent qu'ils ont des symptômes souvent assez bénins du Covid, donc ils vont pas comprendre ces mesures contraignantes d'isolement et de quarantaine. Ils se sentent pas vraiment concernés. Donc le fait on a la chance, je dirais, de voir toute la chaîne et de voir le quelques pourcents de gens qui sont en difficulté. Donc c'est à la fois un privilège, justement. Alors on essaye de le faire partager dans nos contacts avec les médias. Je pense qu'un autre sujet de tension qui est extrêmement important, enfin que j'ai vécu avec le plus de difficultés, c'est la question des restrictions de liberté. Comme médecin cantonal, je dois veiller au respect du droit des patients dans les institutions. Donc, mes équipes allaient contrôler s'il n'y avait pas des mesures de contraintes abusives. C'était leur job principal. Et puis, à un moment donné, vu la menace sur les EMS, on a commencé d'isoler, de fermer les EMS, d'interdire les visites. Et ça a créé des tensions internes dans les équipes, une perte de sens, et bien avant que ce soit, je dirais, médiatisé. Maintenant, je crois que le sujet a été repris à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'on est passé par différentes phases où on se posait des questions sur le sens de notre action, et où peut-être que les journalistes auraient peut-être pu, je dirais, capter l'importance de ce débat, puisqu'ils étaient quand même sollicités, en particulier par les proches des gens qui ne pouvaient plus aller accompagner leurs parents qui décédaient dans les EMS. Merci. Alors, je me tourne vers mes collègues journalistes. Moi, je perçois une forme de désarroi, finalement, autour de l'autorité politique, de l'autorité médicale, de l'OMS, face à un phénomène peut-être qui nous concerne tous. Comment vous entendez cette forme de désarroi, dans le fond, ce brouhaha médiatique dans lequel nous, médias, avons de plus en plus de peine à porter notre parole, au-delà des questions économiques qu'on connaît bien, et où de plus en plus la parole profane, qui ne dit pas que des idioties, on est bien d'accord, prend une place toujours plus grande. C'est quoi les solutions pour vous? Je vous laisse prendre la parole, Sylvain, Jacques, Bertrand, à votre guise. Bon, moi, je vais prendre la parole, si vous permettez.
D'abord pour vous dire que la crise de confiance est quand même très, très grave et très profonde. Nous observons qu'une partie de la population accepte, sans broncher, disons, la version officielle qui est donnée des faits, incontestée, hein, mais la version officielle, et puis une autre partie de la population qui a de la peine avec cela, qui se rebelle un peu, qui pose des questions critiques, qui est souvent un peu diffamée sous l'étiquette absurde de complotiste. Et cette partie de la population qui n'est pas satisfaite de la situation, eh bien, elle n'a pas beaucoup de moyens d'expression, et je pense que c'est très, très grave parce que, comme je l'ai déjà dit, elle utilise les réseaux sociaux dans un chaos qui ne fait qu'ajouter à la confusion. Vous venez de parler de la parole profane, mais elle est importante, la parole profane. Cette question n'est pas qu'une question scientifique et médicale, c'est une question politique également. Les mesures prises doivent être prises dans le principe de la proportionnalité, ça c'est la clé de tout. Eh bien la proportionnalité, ça se discute. Et je crois que là, il faut vraiment aborder des points précis. J'étais heureux que M. Poggia soulève la question des chiffres. On nous bombarde de chiffres tous les jours. Mais voyons de plus près ces chiffres. D'abord, il y a toute une question qui se pose aujourd'hui, mais qui est comme trop peu débattue sur les tests eux-mêmes, notamment sur l'intensité de la recherche des tests, n'est-ce pas, c'est les fameux cycles. On peut faire un certain nombre de cycles qui font apparaître les virus actifs dans l'organisme, mais en poussant plus loin l'analyse, on peut trouver des traces d'un virus qui a déjà passé et qui est inoffensif. Chaque pays a sa façon de calculer les cas, comme on dit, les cas. Et je pense que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, la Suisse déclare que c'est la responsabilité des laboratoires de fixer le nombre des cycles. Mais c'est une question importante parce que ça peut faire progresser ou diminuer le nombre des fameux cas. La question des chiffres de décès, il y a une question sérieuse qui se pose. Il y a des patients qui décèdent d'une attaque caractérisée du coronavirus et il y a des patients, notamment âgés, qui sont déjà très malades, qui parfois sont en bout de vie et qui meurent avec le coronavirus. C'est pas tout à fait la même chose. Jacques Pillet, si je peux me permettre. Pardon ? Jacques Pillet, Sylvie Briand nous dit, lorsque les réseaux sociaux écrivent « prenez de l'éthanol », il y a 400 morts en Iran. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme médias principaux pour ce n'est pas le propos que je tiens. Il y a des gens irresponsables qui disent n'importe quoi. Ça, c'est une chose. Mais ne confondons pas cette petite minorité qui dit n'importe quoi avec des gens simplement qui posent des questions critiques, qui veulent approfondir les données, mieux comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres, mieux évaluer la situation des hôpitaux dans une perspective historique et politique, qui pose des questions peut-être gênantes au pouvoir politique par rapport à certaines formes d'imprévoyance par rapport à cette épidémie. On parle d'un débat sérieux. On parle pas des gens qui disent, ben voilà, il faut prendre de l'alcool à brûler et puis s'asperger, puis on sera protégé. On a eu des exemples célèbres dans ce genre-là. Non, mais je parle pas de ça. Je parle de gens qui réfléchissent vraiment à cela. Et surtout qui réfléchissent aux conséquences indirectes. Notamment, il y a une conséquence, c'est des conséquences psychologiques. Je ne suis pas sûr que les autorités sanitaires au niveau fédéral aient pris la mesure de la détresse profonde de certains individus, de certaines personnes aujourd'hui. Quelle réponse apporter à cette détresse? D'ailleurs, il est à noter qu'il n'y a pas un seul psychiatre dans la task force. C'est un peu curieux, hein? Il y a une spécialiste de l'éthique, l'Université de Genève, il n'y a pas de psychiatre. Pourtant, les psychiatres auraient beaucoup à nous dire sur la façon dont les atteintes aux libertés élémentaires sont vécues parfois très mal par certaines personnes. Alors, encore une fois, je pense que le regard des médias, idéalement, mais c'est facile à dire, parce que c'est difficile ce métier, on n'a pas tous les moyens d'investiguer dans un champ large, mais malgré tout, je reviens sur la question du grand angle. On doit voir le phénomène scientifique, le phénomène politique, le phénomène social, le phénomène économique, je dirais même le phénomène culturel, qu'est-ce que ça change dans nos sociétés, si cela doit durer, je dirais même dans une dimension philosophique. Et là,
cette approche large, elle peut d'ailleurs à la fois rassurer, parce qu'on voit certaines interactions qui laissent peut-être aussi des portes à l'espoir, et puis elle peut aussi inquiéter. Parce qu'évidemment, si on ajoute toutes les raisons d'avoir peur aujourd'hui, la peur des menaces sur l'environnement, la peur des inquiétudes économiques, la peur des changements sociétaux, plus la peur du virus, ça fait une grosse boule un peu difficile à gérer. Vous aviez d'ailleurs écrit un éditorial en mars. C'est ça la difficulté, je termine là, la difficulté de ce métier, c'est d'aborder une telle crise avec une attention pointue sur le fait immédiat, mais avec le grand angle pour voir les conséquences dans d'autres domaines, et cela sans en faire un panorama qui étale une noirceur totale sur la société. C'est pas facile. Mais je me tourne vers Sylvain Besson. Vous, votre cœur de métier, c'est justement de fouiller avec beaucoup de bistouris, de réclamer des lois sur la transparence, d'accéder aux protocoles officiels, de mettre en lumière des chiffres, des datas, des statistiques. Est-ce que tout ce travail, Sylvain Besson, même dans un grand journal du dimanche, vous avez l'impression qu'il porte, vous avez l'impression d'être entendu, ou est-ce que vous ne vous joignez pas aussi au désarroi que nous entendons ici, où finalement, chacun son opinion. Moi, j'ai le sentiment, Jacques Pillet, que ces bandes de zozos qui diffusent des informations loufoques sont dans le fond très entendues. C'est ce que j'ai perçu chez Madame Briand, au point que l'OMS doit mettre sur pied une cellule contre l'infodémie. Donc, je pense que ça n'est vraiment pas anodin. Enfin, je me tourne de nouveau vers Sylvain. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, vous, Sylvain, à travers tous les efforts que vous faites par rapport à une information beaucoup moins solide? Oui. Moi, j'ai l'impression d'être totalement entendu. Il n'y a qu'à voir les audiences absolument énormes qui ont été réalisées par tous les médias, qu'on mesure très bien avec les sites Internet. Depuis le printemps, on est sur des triplements, je veux dire, de l'audience, et on est aujourd'hui sur un socle qui est beaucoup plus haut. Tous les médias en ont vraiment profité. Alors, les médias ont énormément souffert de la chute de la publicité, mais en termes d'audience, je crois qu'on voit très bien que les gens s'intéressent à ce que les médias font, et donc on n'a pas du tout l'impression de crier dans le désert. Il y a une chose qui s'est passée au cours de l'été, et je réponds peut-être juste à ce que disait Bertrand Kiffer. Il disait peut-être au cours de l'été, on a négligé de donner des signaux d'alarme sur ce qui était en train de passer, c'est-à-dire la reprise à bas bruit de l'épidémie. Il y a eu en fait des articles qui ont dit ça, qui ont dit attention, il y a quelque chose, attention, il faut faire très attention de bien rapprocher votre micro, Sylvain. Oui. Voilà, je peux être plus près de mon micro que ça. J'ai l'impression. Je suis désolé s'il ne marche pas très bien. Oui, on vous entend bien. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être ce qui s'est passé, c'est que simplement on n'avait plus trop envie de s'intéresser au sujet pendant un moment. Et quand je dis on, je dis l'ensemble de la population. Donc je pense que les articles qui ont été faits à ce moment-là sont peut-être un peu tombés dans l'oreille d'un sourd. Moi, une chose qui me frappe énormément, peut-être pour conclure vite, c'est que c'est très dur de rester en fait objectif et détaché par rapport à ce sujet du coronavirus. Moi, je vois très bien dans les rédactions quand on en discute, il y a très peu de gens qui n'ont pas d'avis, par exemple sur Éric Raoult, sur la chloroquine. Personnellement, moi, j'ai aucun avis là-dessus. Je ne sais pas si Raoult raconte, je n'ai jamais enquêté sur Raoult, donc je ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il dit n'importe quoi, mais j'observe qu'il y a un côté très passionnel dans les rédactions, en fait, entre ce que je vous disais, donc ces gens qui ne sont, comme Jacques Pillet le disait, pas contents de la situation, qui trouvent qu'on va beaucoup trop loin, qu'on est en train de tuer le commerce, qu'on est en train de tuer l'économie, tout ça pour des prétextes un peu fumeux, et puis d'autre part ceux qui disent on n'en fait pas du tout assez, on a complètement sous-estimé le problème et il faut aller beaucoup plus loin dans les restrictions. Moi, il y a une chose qui m'inquiète beaucoup pour la deuxième vague, c'est que cette deuxième vague finalement je ne vais pas dire n'est pas lieu, mais que cette deuxième vague, une fois de plus, ne cause pas la catastrophe qui a été prédite et qui a été beaucoup annoncée, notamment à la télé, quand vous voyez des médecins à l'air absolument hagards, et je pense qu'ils ont des raisons de l'être, je veux dire, parce qu'ils sont complètement débordés, ils sont dans les services d'urgence, etc., qui ont dit attention, on va être sous l'eau, on va être débordé par un tsunami. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que les restrictions ont de l'effet, il n'y a pas de tsunami, les hôpitaux vont gérer. Et là, on va voir très vite revenir ces personnes critiques, d'ici quelques jours, qui vont dire ce tsunami n'a pas eu lieu, voilà, on est allé beaucoup trop loin, vous voyez, les médias, vous avez de nouveau menti. Et ça, je redoute quand même pas mal cet effet. On va poser la question à Bertrand Kiffer, Sylvain, qui nous entend. Moi,
Bertrand, venant de la télévision, j'ai une question. Est-ce que d'abord, quel regard vous jetez sur tout ça, cette forme de désarroi que j'entends, sur ce que dit Sylvain, le fait de se demander si finalement on n'exagère pas tout ça. Une question qui m'intéresse et qui m'a interpellé lors de la première vague, c'est si le public avait suffisamment d'images. On parle beaucoup de mots, de chiffres, de statistiques. On entend qu'il se passe plein de choses dans les corridors, dans les urgences. Moi, je me rappelle qu'il est très difficile d'accéder aux urgences des hôpitaux pour des raisons, dans le fond, qui tiennent à la fois de la protection de la personnalité, mais peut-être d'une forme de pudeur un peu protestante de ce coin de pays. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une question qu'on pose aux médias, on en a fait aussi assez en termes d'images pour montrer la réalité? Les médias ont fait des efforts, il faut vraiment le reconnaître, mais ça ne suffit probablement pas. Et moi, quand j'entends, je suis désolé, la catastrophe, elle a quand même déjà eu lieu. Le tsunami, il est arrivé. On ne pourra pas dire on a fait tout ça pour rien. Vraiment, les gens qui meurent, les gens qui souffrent à l'hôpital, c'est quelque chose de très, très éprouvant. Et pour eux, évidemment, pour leurs familles et pour les soignants. Et peut-être que s'il y a des gens qu'on n'a pas assez entendus, c'est les soignants. Moi, je connais 2-3 jeunes, par exemple, qui sont requis aux soins intensifs. C'est une expérience pour eux qui est une expérience de guerre, une expérience de mort, de souffrance, y compris de jeunes. Et ils ont l'impression de travailler dans l'ombre de la société, que tout le monde s'en fout un peu, qu'on parle avant tout d'économie, qu'on banalise la question des mesures à prendre, et eux voient ça. Et c'est vrai qu'on est dans une société où la souffrance, la mort et tout ça, c'est vraiment, on peut dire, un angle mort pour le coup. Et ces soignants sont très désemparés. Il y a vraiment une souffrance chez eux, peut-être qui n'apparaît pas assez. D'ailleurs, d'une manière générale, dans les hôpitaux, on fait mourir les gens, on les fait souffrir, et on a l'impression d'être une société immortelle. Donc ça, ce serait un rôle essentiel des médias. Mais moi, je crois que le tsunami a déjà eu lieu, et ça montre juste que ce qu'on dit, c'est efficace, que ça marche, et heureusement, parce qu'on ne peut pas tenir comme ça à l'hôpital longtemps. Enfin, Claude François pourra le dire encore mieux que moi, quoi. Et puis alors, juste pour revenir sur ce que disait Jacques Pillet, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais là, il a fait lui-même tout un boogie-boogia d'éléments. Pour ce qui est, par exemple, des cycles de la PCR, c'est un des grands thèmes des complotistes. Non, mais ça, c'est très bien réglé entre le nombre de cycles où on est à peu près sûr qu'on va pas... Enfin, on essaie de rater le moins possible de cas. Et si on fait trop de cycles, on va voir des contaminations. Tout le monde connaît bien ça depuis longtemps dans les PCR. Mais c'est quelques personnes qui montent ça en épingle. Mais désolé, c'est bien maîtrisé. De même, on maîtrise plus ou moins bien la question des certificats. Enfin, c'est quand même des trucs très, très banals, enfin, et très à côté. Et justement, arrêtons. Le débat démocratique, il doit peut-être se poser sur la proportionnalité des choses qu'on fait, mais sur ces questions techniques, soyons beaucoup plus clairvoyants. Et puis, vraiment, respectons un peu la production du savoir scientifique. Ce n'est pas de la tarte, c'est complexe, mais c'est quand même des règles où chacun n'a pas à venir avec son opinion. Et peut-être un dernier mot sur les réseaux sociaux. Déjà, moi, je trouve que c'est une espèce d'innovation technologique incroyable, folle, qui échappe à tout le monde, d'ailleurs pas seulement autour du coronavirus, d'ailleurs qui est en partie maintenant contrôlée soit par les autocraties genre Chine, soit par Zuckerberg et ses copains de façon très préoccupante, voire pas assez contrôlée. Mais c'est vrai que c'est très difficile de lutter contre ce qui se dit et ce qui se passe là, avec juste des arguments rationnels. Sylvain Besson, moi je pense très important ce que vous faites là, ce job de data journalisme, il est absolument essentiel, surtout dans la culture qu'on donne aux gens d'un esprit critique quand même de meilleur niveau autour de ce qui est annoncé en statistiques et autres. Mais les réseaux sociaux et les complotismes, ça fonctionne. Moi, par exemple, on ne parle pas du ressentiment. Les gens ont un vrai ressentiment envers la société, envers même les experts, qui leur ont annoncé plein de conneries, qui leur ont fait miroiter une société de solutionnisme technologique qui n'arrive pas. Enfin, il y a un ressentiment. Évidemment, on ne lutte pas contre le ressentiment juste avec la raison. Et en plus, et ça c'est aussi la force de Trump, il y a une espèce de discours, il y a une espèce de récit. Mais même le film Hold Up, même avec toutes ces ridicules incohérences où au début on dit que c'est rien, puis à la fin, ce Covid, c'est une énorme manœuvre, en gros, d'une petite clique de riches pour éliminer des pauvres. Mais il y a une forme de récit, de choses qui fait qu'on adhère à presque un système religieux. Au fond, c'est un système de sacré, le sacré étant d'abord, avant tout, ce qui fait tenir les gens ensemble, un récit commun. Et c'est vrai que là, on manque, nous, société. Alors, tout à l'heure, M. Corr disait,
l'avantage des Autrichiens qui font un truc massif puis qui disent… Justement, j'aimerais l'entendre, M. Koch. Donc, voilà. Finissez, Bertrand. Oui. On fait un truc massif et après, enfin, on confine tout le monde et après, on leur annonce déjà, mais après, vous verrez, ça sera vraiment mieux, vous pourrez vous détendre. Et il y a une espèce de récit. Peut-être qu'on manque et que ce serait aussi le rôle des journalistes d'aider à faire un récit. Ben, maintenant, on a en plus le vaccin et de dire, eh bien, il y a quand même bien des chances que ça s'améliore, en particulier au printemps ou avec le climat, les vaccins et tout. Mais enfin, essayer de raconter quelque chose, que tout ne soit pas noir pour… moi, je ne crois pas comme Jacques Pilek. Non, ce n'est pas tout noir. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses qui vont émerger. Mais enfin, voilà. Mais… Bien. Puisque vous avez cité le nom de Daniel Koch, je crois qu'il est toujours avec nous, Monsieur Koch. On a soigneusement évité de parler dans ce débat pour l'instant du rôle des agences de communication. Si je me rappelle bien, le Conseil fédéral, très rapidement, M. Berset s'est fait entourer d'une agence de communication zurichoise. Vous-même, vous avez passé maintenant du statut d'expert scientifique à celui de communicant. Est-ce que ces agences de communication, finalement, ne brouillent pas un peu le message? Est-ce que c'est juste de laisser une boîte de communication le soin de dire au Conseil fédéral, en gros, ce qu'il doit communiquer au public, respectivement aux journalistes? Est-ce que ces boîtes de communication n'ont pas contribué au problème? Si vous nous entendez, M. Koch? Oui, oui, très bien. Vous m'entendez? OK. Non, je pense qu'il faut faire une différence. Hein. On a une agence de communication qui amène des campagnes. Depuis longtemps, en plus, c'est la même qui a amené la campagne Love Life contre HIV, dont elle a fait des annonces qu'on connaît bien avec tous les pictogrammes et tout ça. Et en principe, ça s'arrête là, leur mandat. C'est pas eux qui décident sur le message, c'est pas eux qui décident sur la forme. Maintenant, ça que je ne sais pas parce que j'étais plus là, il semble il y a eu quand même un peu un couac dans ces campagnes parce que finalement c'était plus très compréhensible. Mais là, je peux pas juger parce que je vois pas les détails. Ça que je veux quand même dire à cet débat qu'on a ici, ça reflète très bien aussi ça qui se passe dans la société. C'est clair que de plus qu'on a un débat aussi dans les journaux qui vont vers un ou l'autre extrême, soit le confinement total, soit c'est toutes des conneries, de plus ça devient difficile de voir le milieu, l'équilibre et la proportionnalité. Et pour la population, ça, c'est très difficile. Parce que c'est clair, de plus qu'on pousse un extrême, l'autre extrême va aussi en profiter. Est-ce que quelqu'un veut réagir à tout ça, madame, messieurs? J'aimerais juste répondre à monsieur Kiefer. Poser des questions sur les chiffres, d'ailleurs c'est ce à quoi nous invitait M. Poggia tout à l'heure, ce n'est pas du complotisme. Ces chiffres peuvent être interprétés, doivent être parfois relativisés, et c'est un exercice qui est tout à fait important. Mais j'aimerais simplement lancer une lance en faveur d'un débat ouvert et qui n'évite pas les points de vue dérangeants. Ce débat, il a lieu parfois, trop peu à mon sens, et moi j'aimerais entendre certaines personnalités sérieuses avec une vraie formation qui contestent radicalement les mesures qui ont été prises face à des responsables de la task force qui expliquent leur point de vue. Et ce débat-là, moi je ne l'ai pas encore vu. Il y en a eu un très vaguement au tout début sur l'aimant bleu, je crois, il n'a pas eu lieu plus tard. Et je crois que ça vaudrait la peine de l'organiser. D'ailleurs, 3 sites d'information journalistique de Suisse romand, l'un qui s'appelle L'Impertinent, l'autre Bon pour la tête et le troisième Antidote, vont organiser ce débat et d'ailleurs tout le monde peut s'y joindre. Je crois qu'il faut vraiment apprendre vraiment à parler sans immédiatement s'accuser réciproquement de complotisme ou alors d'être des valets de l'autorité. Il faut essayer de trouver des terrains nouveaux de débat,
parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets dont on n'a pas parlé maintenant, mais qui prennent beaucoup d'importance dans la population, c'est la question des vaccins. Autour des vaccins. Alors, je sais, il y a des gens qui sont anti-vaccins, voilà, mais ça c'est presque une secte à part. Mais il y a des gens qui s'interrogent sur les manœuvres autour des vaccins parce qu'il y a des aspects très délicats dans cette question. C'est, y a-t-il des manœuvres des grands fabricants de vaccins? D'ailleurs, au passage, j'aimerais saluer le courage de Temps Présent qui, avec Arte, a diffusé un reportage sur les pharma, qui était extrêmement fort et qui montre que les pharma ont leurs propres agendas, leurs propres intérêts qui ne coïncident pas toujours avec le bien public. Donc, dès l'instant où l'on nous promet une issue à travers le vaccin, il y a des questions sérieuses à se poser. Ces débats, des fois c'est difficile de le mener d'ailleurs dans la presse, hein, parce que des fois il y a des intérêts un peu contradictoires. Mais ce débat, par exemple, sur les vaccins, comment cette communication des fabricants de vaccins a été faite, ce qu'il y a derrière, ce qu'on en attend, les avantages, les inconvénients, ça commence un peu, je pense que ça va être poussé plus loin, de telle sorte que, justement, les gens un peu inquiets qui se posent des questions ne se réfugient pas sur des canaux chaotiques, comme je l'ai dit précédemment. Claude-François Robert, vous vouliez dire un mot? Oui, je trouvais que c'était aussi intéressant de voir le changement des modes de communication parce que j'ai eu un cours on a toujours estimé que les spécialistes en santé publique devaient maîtriser quelques éléments de communication. J'ai eu un cours de média training avec Jörg Bisseger il y a quelques années, puis on nous apprenait à travailler sur un communiqué de presse, puis éventuellement à participer à une conférence de presse où on aurait peut-être 1 ou 2 jours pour se préparer. Et je pense pas qu'il y a une année, j'aurais été invité au club de la presse avec l'ancien chef de la division des maladies transmissibles pour parler. Donc les canaux ont changé. Je me rappelle quand même cet été, un jour, j'utilise beaucoup Twitter parce que ça me permet de me confronter surtout à des spécialistes et pratiquement être dans leur tête. Il y a Antoine Flao, il y a Tom Frieden aux États-Unis, etc. Donc, je suis un peu chez moi sur Twitter et j'ai vu monter le fameux taux de reproduction. Je sais plus si c'était en juin ou en juillet. Et puis, j'ai écrit Prudence bordel et j'ai eu la surprise 2 jours après, ça a fait la une du téléjournal. Et puis après, voyant ça, il y a des journalistes qui sont mis à me suivre sur Twitter. Donc maintenant, je peux plus m'exprimer, je dirais, d'une manière assez libérée sur Twitter parce que je sens que mes réactions vont être perçues, mais en même temps, je pense que c'est peut-être important pour faire passer ces messages. Donc on découvre justement des nouveaux modes de communication et d'interaction avec les journalistes. Alors pour le moment, je le vis plutôt bien parce que j'ai l'impression que de faire passer ces messages d'explication, de la complexité, d'information, c'est plutôt une bonne chose. En même temps, je suis pas naïf parce qu'il y aura peut-être de la casse, on va chercher des coupables, donc j'ai une position aussi exposée. Alors je pense qu'actuellement, ça fait partie du job de médecin cantonal, mais je relève quand même dans le diagnostic de la situation actuelle, c'est que par rapport à d'autres crises sanitaires, j'étais aussi dans l'affaire de la pandémie H1N1 en 2009 qui s'est fait d'une manière beaucoup plus paisible. C'est que on reviendra jamais en arrière. On va devoir vivre avec d'autres modes de communication, d'autres interactions avec les médias, avec les réseaux sociaux. Et puis il faut faire ce constat et puis je dirais essayer de le faire le mieux possible, même si probablement il y a des moments, des fois, qui risquent d'être pas évidents. Naturellement, les politiques sont plus exposés que les médecins cantonaux. Oui, moi j'aimerais, si personne ne veut prendre la parole, j'aimerais revenir à Sylvie Briand. J'ai le souvenir que l'OMS, au début de cette crise, Madame Briand, était dans le fond le grand baromètre de cette situation mondiale. Vous étiez quand même très écouté. Je me rappelle que des premières petites dépêches de fond de page. Et puis, cette épidémie est arrivée. Vous avez vous-même, pas personnellement, mais l'OMS a été pris également dans la tourmente, on s'en rappelle. Accusé de complicité avec la Chine. J'ai l'impression que votre voix est moins audible aujourd'hui. On est en 2e vague, certains parlent déjà d'une 3e vague.
est-ce que vous avez encore la possibilité, en tant qu'OMS, de jouer votre rôle dans le fond, de grand baromètre de cette pandémie? Et sinon, est-ce que vous estimez que vous avez perdu la bataille des médias? En fait, j'avais levé ma main pour rebondir sur une intervention précédente et je pense que c'est quand même très important. C'est le fait que avec les médias sociaux, il y a quand même aussi des algorithmes qui font que, en fait, quand on commence à s'intéresser à certaines sources d'informations, les gens finissent par finalement être cantonnés à ces sources d'informations. Donc, il y a un effet pervers en fait des algorithmes qui ont été inventés au départ parce que les gens, enfin, c'était plutôt commercial, quoi. On voulait proposer aux gens les produits, même si c'était des produits d'information qui leur ressemblaient et qui les intéressaient. Et donc, ça a un effet extrêmement important aussi sur la cristallisation de certaines opinions ou de groupes autour de certaines opinions parce qu'en fait, ils n'ont pas nécessairement accès à toute l'information qui pourrait leur permettre d'avoir ces opinions nuancées. Donc, le rôle des plateformes de médias sociaux sont très importants. Nous, on travaille beaucoup avec eux pour essayer justement de faire en sorte que les algorithmes ne soient pas contre-productifs et ne renforcent pas justement des positions extrêmes et permettent aux gens de continuer à avoir accès à toute l'information dont ils auraient besoin. Et l'autre chose que je voulais noter pour compléter ce que les gens ont dit précédemment, c'est qu'on observe aussi une infodémie dans la science. Parce que depuis cette pandémie, on avait dit dans les précédentes crises que justement le tempo de la recherche était trop lent. Les gens faisaient de la recherche pendant l'urgence et puis ils publiaient 2 ans après. Donc la crise était finie, on ne pouvait pas accéder à l'information. Donc là, ce qui a été mis en place depuis les dernières crises, c'est des plateformes où les gens peuvent publier leurs articles avant justement qu'ils soient revus par les pairs et vérifiés. Et donc, c'est un peu ça le problème qu'on a en fait dans cette pandémie, c'est qu'il y a des faits qui sont énoncés et sur ces faits qui sont souvent pas complets parce que, en particulier, les faits scientifiques mettent du temps à être constitués et il n'y a pas le temps pour la vérification. Et donc, c'est pour ça qu'on aboutit à des situations comme le Lancet Gate avec des publications qui sont pas correctes, mais qui n'ont pas été revues avec suffisamment d'attention par les pairs. Et je pense que c'est ce qui se passe un petit peu aussi dans les médias sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui sont interprétés et l'opinion finalement remplace la vérification. Et c'est ça notre problème, je trouve, en ce moment, c'est qu'on a beaucoup d'opinions, ça contribue à la cacophonie, mais ça n'aide pas, en fait, finalement, à avoir des faits vérifiés et une information de qualité. Donc, l'OMS, dès le début de la pandémie, l'OMS a décidé de faire partie de cette communication mondiale. C'est sûr qu'on prend un risque. Quand on se met en avant, on prend le risque effectivement d'être critiqué, d'être désavoué, etc. Et donc, je pense que ça fait partie je dirais, du jeu, entre guillemets, et c'est ce qui s'est passé. Notre directeur général a décidé de faire des conférences de presse extrêmement fréquemment. Donc, forcément, il y a encore plus de possibilités de critique et de politisation aussi des débats, ce qui n'a pas manqué d'arriver aussi. Est-on moins écouté? Je ne suis pas sûre. D'abord parce que nos audiences sont peut-être un peu différentes. Nous, notre rôle, on est quand même une agence technique, donc on produit des guides techniques et ces guides techniques sont quand même assez utilisés. Et puis, on a un rôle aussi de coordination de nos États membres pour cette réponse. Donc, effectivement, si vous regardez ce qu'ont fait tous les pays, il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont fait pareil. Disons que chaque pays a un peu adapté les mesures à son contexte, mais c'est aussi ce qu'on avait recommandé parce qu'on sait très bien que, par exemple, dire aux gens d'être confinés, peut-être ça fonctionne un peu dans les pays européens, mais en Afrique, par exemple, où la majorité de l'économie est basée sur du commerce informel et sur des gens qui vont gagner leur pain quotidien, littéralement, si vous les obligez à rester chez eux, c'est un arrêt de mort. Donc, on ne peut pas recommander des mesures dans certains pays
parce que ça ne pourra jamais marcher. Et donc, c'est pour ça qu'en Suisse, je pense, je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit M. Pilet, je crois que la Suisse est une démocratie très participative. Et donc, c'est important aussi que dans les crises sanitaires, le débat reste au cœur des modalités de vie sociale. Parce qu'on ne peut pas, même si c'est une crise, on ne peut pas quand même littéralement changer de façon d'opérer. Il faut rester un peu dans la continuité pour que les gens se sentent aussi maîtres de leur destin. Très bien. Écoutez, il nous reste un peu moins d'un quart d'heure. On va ouvrir aux questions que le public pourrait avoir. Je vais laisser Jessica, qui réunit ces questions, Da Silva, nous prendre contact avec nous s'il y en a. Dans l'entretemps, je vous propose qu'on fasse encore un petit tour de table sur l'avenir, sur ce qu'on peut faire de mieux. On a bien entendu ici que la réflexion était sur ce que les médias avaient déjà fait. Je ne vais pas en faire une synthèse, c'est assez complexe, mais je crois qu'il serait intéressant qu'on fasse un petit tour de table sur ce qu'on peut faire de mieux, parce qu'on a le sentiment de ne pas être sorti de cette crise, qu'il y a plus de questions que de réponses. Et je vais peut-être me tourner vers Bertrand Kieffer. Si on essaie de faire un tout petit peu de prospective, comment pensez-vous que nous, médias, grands médias, mais également maintenant les sites de référence, il faut parler de sites de référence, devraient aborder la suite? La suite de la pandémie, là, ça va vraiment être crucial. Les prochains mois vont être cruciaux, parce que selon toute vraisemblance, il y a toujours des doutes. On va voir arriver les vaccins et il faut tenir jusque-là. Et puis, de toute façon, on va voir arriver le printemps. Et on sait que lorsqu'on commence à tous ressortir de nos maisons et tout, pour différentes raisons, l'épidémie baisse. Donc, il faut arriver à ce moment-là et avoir protégé les gens vulnérables pour avoir un minimum de morts, d'hospitalisation et aussi de Covid long, hein, parce qu'on n'a pas parlé de ce problème-là, des Covid longs, qui est un problème majeur de gens qui ont des troubles à long terme, enfin, etc. Donc, voilà. Et puis là, il faudrait essayer de construire une espèce de modus vivendi dans la société pour tenir et faire vivre quand même de manière juste les commerces. Et je trouve que les médias ont quelque chose à faire vraiment dans cette espèce de tonalité, mais probablement aussi en annonçant, commençant vraiment à annoncer le beau, tout le monde dit au bout du tunnel, ouais, mais c'est un peu ça, quoi, le beau au bout du tunnel. Mais je crois, quoi qu'il en soit, que là, il s'est passé quelque chose qui ne nous laissera pas indemnes. Et encore une fois, moi, je ne le dis pas pour être négatif, Jacques Pilet, juste pour avoir les pieds dans le réel, hein, parce que le réel, la Terre est ronde, le climat se réchauffe, etc., etc. Ça, c'est le réel. Hein. Et eh bien, il va falloir qu'on change pas mal de trucs. Hein. Si on ne veut pas se prendre la prochaine pandémie dans la figure comme ça, qui touchera peut-être les jeunes, hein, on a de la chance, celle-là, elle touche les vieux, mais la prochaine, elle sera peut-être comme celle de 1919, elle touchera les jeunes avant tout, disons. Et les médias, Bertrand Kieffer, les médias. Alors, les médias, moi, je pense, ont évidemment un rôle majeur, absolument, mais ils doivent évoluer. Et effectivement, cette articulation avec les médias sociaux, elle est majeure. Elle est majeure. Mais je pense qu'elle doit évoluer vers le data journalisme, certainement, c'est-à-dire vers l'esprit critique, non seulement des médias eux-mêmes, envers les données, les analyses de données et tout, mais aussi qu'on apprend au public, on donne les outils au public de cet esprit critique, mais en même temps aussi, moi je pense quelque chose de plus vaste dans le rapport à la société pour ne pas tout laisser aux réseaux sociaux de cette espèce de récit dont je parlais avant. Hein. Donc mettre peut-être même dans nos médias davantage de sciences sociales, de sciences humaines, et plus que de sciences, de réflexion là autour. Je crois vraiment qu'on ne peut plus s'en tenir simplement à l'analyse des faits, aux enquêtes et tout. Il y a des choses plus profondes qui doivent être discutées. On doit challenger les politiques aussi sur leur vision du monde, de l'avenir, de la société, parce que ça se passe là. Je crois le rapport, l'articulation avec les complotismes, mais surtout avec l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis, je crois qu'il n'y a qu'une réalité. Bien sûr, on a tous nos têtes dans deux réalités, la réalité virtuelle et la réalité de la vraie vie, mais c'est quand même la réalité de la vraie vie où se détermine la souffrance, la maladie, la mort et les enjeux liés aux ressources limitées, etc. Donc, c'est quand même le but de construire quelque chose dans cette vraie vie-là, mais qui est cet aspect dont on a besoin, nous les humains, un peu plus de rêve et de construction symbolique. Ouais, je ne suis pas très clair, mais... Si, tout à fait. Juste Sylvain Besson,
Vous notez une sorte de lassitude du public. Si je parle du cas, par exemple, de la RTS et de temps présent, une des grandes difficultés maintenant, c'est d'assommer les gens avec des reportages sur le Covid et ça pourrait tendre à baisser un peu la garde, à moins les informer, à banaliser ce qui nous arrive, mais on doit entendre également l'envie des gens de se divertir, de penser à autre chose. Est-ce que vous continuez à soutenir l'attention sur cette pandémie et vous ne craignez pas un phénomène de lassitude de vos lecteurs? Non, alors j'espère que vous m'entendez bien. Je fais un petit test sans micro cette fois-ci. Non, là parce qu'on est comme on est en pic de deuxième vague, l'intérêt des gens est revenu très fort. On l'a vu très bien. Hein. Je veux dire, les sujets coronavirus lassaient un petit peu tout le monde pendant l'été. Maintenant, c'est devenu de nouveau un tireur d'audience ou disons un facteur qui fait des audiences énormes de nouveau. Là où je rejoins ce qui vient de s'être dit, c'est que je pense que c'est important de définir des perspectives en fait pour la suite. Et moi, il y a deux choses où je pense que les médias devraient être très actifs. D'abord, il y a les conséquences économiques qui sont absolument dramatiques. Si on le voit dans des secteurs comme la culture, tout ce qui était un peu la convivialité, finalement, je pense que là, les conséquences vont être extrêmement durables et néfastes. Et je pense que c'est important de dessiner peut-être des perspectives pour s'en sortir, parce que pour beaucoup de gens, c'est devenu une question de vie ou de mort. Et je pense que ça, c'est très grave. Et c'est aussi grave, en fait, malheureusement, que les tragédies qui se passent dans les hôpitaux. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez concrétisé des fois la souffrance et la mort qui sont venues avec cette pandémie. C'est très important de maintenant essayer de dessiner des perspectives vers une nouvelle économie qui va être résiliente et qui va être, disons, fonctionner peut-être différemment. Mais comment s'en sortir, je pense que c'est un thème très important. Et l'autre thème, c'est de se dire comment faire un système qui marche pour affronter ce type de pandémie. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le système, en tout cas en Europe et en Suisse, ça a relativement bien marché à la première vague au prix d'un confinement assez strict. À la deuxième vague, le confinement est moins strict et ça marche nettement moins bien. Et on se dit, à l'avenir, il faut un système qui marche réellement. Et on a beaucoup parlé des exemples comme la Corée du Sud ou le Japon, pour prendre des pays asiatiques démocratiques. Je ne parlerai même pas de la Chine ou de Singapour, mais au moins des démocraties. Et là, il y a quand même quelque chose à apprendre véritablement et de dire, il faut des fois qu'on sorte un petit peu de nos obsessions suisses, par exemple, sur la protection des données ou le cantonalisme, où là, on est dans l'ubuesque véritablement. Et si on veut un système efficace pour la troisième vague et les prochaines pandémies, il va falloir peut-être certaines mises en cause, disons, fondamentale de thème. Et je pense que là, les médias ont un vrai rôle à jouer pour dire qu'est-ce qui pourrait marcher mieux. D'accord. Claude-François Robert, un dernier mot particulièrement sur vos relations avec les médias et vos attentes pour la suite. C'est peut-être juste quand même le contenu, enfin le changement de teneur du message, puisqu'on avait un message extrêmement prescriptif, c'était restez chez vous, éternuez dans votre coude, enfin des injonctions qui venaient de l'autorité sanitaire. Je pense qu'on a fait le tour maintenant de ça. Je pense que les gens ont compris, ont suivi ces messages. Et moi, je viens aussi de la promotion de la santé, donc on aime faire des choses participatives. On aimerait co-construire la réponse avec des groupes cibles, par exemple les personnes âgées qu'on a contraints à rester, à s'isoler, à se distancier. Et là, peut-être les médias peuvent être un relais et de nous mettre, nous, en autorité sanitaire, plus à l'écoute de personnes qui développent des initiatives et qui nous aident à co-construire une réponse de la société face au Covid. Les autorités ont fait leur part de boulot, mais on sait bien que c'est pas la seule réponse, ça va être une co-construction. Jacques Pillet, votre appel à ce que les médias fassent mieux leur travail, quelles recommandations? Comment pourrait-on le faire mieux? Nous tous. Votre micro, Jacques, le micro. On n'entend pas Jacques Pillet, attention. D'accord, voilà. Comme vous m'entendez maintenant? Voilà. En fait, j'ai 3 vœux qui sont des vœux de citoyens lecteurs, autant que de journalistes. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il y ait davantage de débats ouverts, y compris aux voix très dérangeantes. Le deuxième, c'est peut-être que les journalistes, plutôt que de se noyer dans les belles courbes des data journalistes, retrouvent une dimension élémentaire du métier, donner la parole aux hommes, aux femmes qui sont directement concernés par les conséquences. Il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a l'angoisse du bistroquet, il y a l'angoisse bien sûr des créateurs dans le monde de la culture.
il y a des conséquences économiques terribles qui s'annoncent. Besson l'a rappelé tout à l'heure, j'aimerais encore souligner cela, mais il faut écouter comment c'est vécu dans la rue, peut-être pas dans le café puisqu'ils sont fermés, mais écouter vraiment les gens et leur donner la parole. Ils ont besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Oui. C'est mon deuxième vœu. Puis le troisième vœu, c'est que les médias ne parlent pas que de cela. Parce qu'évidemment, il y a une conséquence de toute cette affaire. C'est qu'on a soudain complètement effacé d'autres grands thèmes. Même des grands thèmes politiques suisses. Il y a des choses dont on parle presque plus, pourtant qui sont quand même encore très présentes, ou très peu. Puis alors, l'actualité internationale, alors là, bon voilà, si on a encore de la place, on en parle un peu. Pour les États-Unis quand même, Jacques. Je caricature peut-être un peu, mais la tendance est là. Il y a un effet tellement fort de ce sujet qu'il a tout de même tendance à bousculer les autres. Et alors, du même coup, notre appréhension du monde est tout de même un peu faussée. Alors, je crois que là, il y a un effort à faire dans les médias, mais il y a un effort à faire chacun dans sa tête, de ne pas laisser envahir sa tête par cette question et par ces angoisses. Ça peut se faire aussi en lisant d'autres choses, avec d'autres évasions. Et je pense qu'il faut aussi, de temps en temps, avoir des évasions au-delà de cette thématique, si on veut simplement rester en vie, quoi. Sylvie Briand, à vous pour un dernier mot. Sylvie Briand, encore avec nous? Ah, je n'arrive pas à me... Voilà. Ah, voilà. C'est bon? Un dernier mot très vite, Sylvie Briand, sur peut-être vos souhaits adressés aux médias. Mes souhaits, c'est, enfin, pour moi, j'ai fait des épidémies depuis plusieurs décennies. Donc, pour moi, c'est ma spécialité. Et ce que je veux dire, c'est qu'une épidémie, c'est un symptôme de quelques traits d'une société. Donc, l'épidémie va mettre en exergue ces choses-là. Donc, les soubresauts sociaux ou ce qui arrive dans les sociétés européennes et ailleurs, à cause de l'épidémie, il n'y a pas que, c'est pas que de la faute de l'épidémie. L'épidémie va juste souligner quelque chose qui était probablement sous-jacent. Donc, je pense que c'est important, en tous les cas, dans nos sociétés modernes, de comprendre que l'épidémie, c'est plus une augmentation des cas d'une maladie. C'est autre chose. Et pour les médias aussi, je crois que c'est important aussi de comprendre dans ce phénomène social total, quel est leur rôle et comment ils peuvent trouver leur place. Merci beaucoup, merci à tous. Je n'ai pas passé la parole à Daniel Corr pour une conclusion, mais il y a eu une belle demi-heure avant cette séance. Donc, j'ai trouvé ce débat extrêmement passionnant, tout à fait vif. Il n'y a pas eu de questions, mais je suis sûr qu'il a été suivi avec beaucoup d'attention. Je repasse la parole à Pierre Rucci pour la remise du prix du mur. À vous, Pierre, et merci à tous de votre disponibilité.